Bonsoir, c'est un des enjeux majeurs dans le Grand Genève. Comment offrir assez de logements à la population? À Genève, Nyon et en France voisine, les questions de flux d'habitants, de grands projets immobiliers, mais aussi de mixité des quartiers se posent. Et tout cela est étroitement imbriqué entre les différentes zones de la région transfrontalière. On en discute avec Antonio Gers, conseiller d'État en charge du territoire à Genève, Stéphanie Schmutz, élue en charge du logement à Nyon, et Christian Dupessep, président d'Annemasse Agglo. Et puis en fin d'émission, on ira prendre un grand bol d'air dans le Jura. J'ai testé le ski raquette. Tout ça, c'est à retrouver juste après votre actualité transfrontalière du mois. Le compte à rebours pour le Léman Express est lancé. Il l'a été le mardi 29 janvier en présence des autorités suisses et françaises. Il restait à cette date 320 jours avant la mise en circulation des trains transfrontaliers le 15 décembre prochain. Les Genevois n'ayant que le passeport suisse sont en baisse. En 2000, Genève comptait 49% de Suisses uniquement, c'est aujourd'hui 36%. Les binationaux sont en revanche plus nombreux, avec en tête la détention d'un passeport français, italien, espagnol ou portugais. Antonio Gers, officiellement président du Grand Genève. Le 23 janvier, le gouvernement genevois a définitivement adopté une restructuration des départements. Il succède ainsi à Pierre Maudet à ce poste. Pour rappel, ce dernier est dans la tourmente depuis plusieurs mois du fait de son voyage à Abu Dhabi. Le maire de Divonne a démissionné le 31 janvier, un choix expliqué par sa candidature à la mairie de Lyon. Il est le candidat de la droite, les Républicains. Les élections municipales françaises auront lieu l'an prochain. On parle donc ce mois-ci de logement. Antonio Gers, Stéphanie Schmutz, Christian Dupessep, bonsoir. Bonsoir. À Genève, on a ce gros quartier du PAV qui promet 12 000 logements, Jardin du Couchon à Nyon, 400 logements, Annemasse Étoile, près de 1200 logements. Tout le monde est en chantier, Antonio Gers. Effectivement, je pense que notre agglomération aujourd'hui a pris la mesure du retard de la construction du nombre de logements avec toute la situation que cette pénurie entraînait. Et aujourd'hui, les collectivités, mais aussi avec les promoteurs privés, il faut le dire, c'est quand même beaucoup eux qui construisent, sont en train de se mettre au niveau de cette demande en matière de logement, puisque notre agglomération, notre région est une des plus dynamiques d'Europe d'un point de vue économique. Ça, le corollaire, c'est que d'un point de vue démographique aussi, il y a cette croissance que nous devons assumer. Christian Dupessep, il y a des grues un peu partout à Annemasse. Oui, il y a beaucoup de grues à Annemasse. Il n'y en a pas qu'à Annemasse, il y en a sur l'ensemble du Genevois français. Nous construisons beaucoup parce qu'il y a une demande très forte. Il y a une demande forte parce que l'attractivité économique du Grand Genève, avec la locomotive que représente Genève, est essentielle. Ce qui nous donne une croissance démographique record à plus de 2,3% par an, ce qui est considérable. Et nous devons faire face à cela. Mais nous n'y arriverons, je crois, et je pense que c'est aujourd'hui le rôle essentiel que nous avons sur ce territoire. Nous n'y arriverons que si nous avons une vision à l'échelle du Grand Genève des projets de construction et d'un juste équilibre entre la répartition entre ces nouveaux logements des deux côtés de la frontière. Stéphanie Schmutz, à Nyon aussi, énorme croissance démographique, près de 8000 habitants attendus en 2030, ça c'est énorme ça? Oui, c'est énorme, nous avons une forte augmentation de la population et nous avons tout intérêt à répondre à cette augmentation, mais aussi pour donner des logements à la population nyonnaise qui est là, mais aussi pour répondre au vieillissement de la population en faisant venir des familles dans notre ville. Antonio Gers, Genève a peu construit dans les années 99 à 2010 comparé à la France voisine et à Nyon. Le déséquilibre, il s'est installé là, c'est là que Genève a pris du retard? Effectivement, c'est des années où on a trop peu construit par rapport aux besoins de logement et donc il faut le dire clairement, on a exporté notre crise de logement du côté français, du côté vaudois. Puis en exportant cette crise de logement, on a fait exploser le nombre de mouvements pendulaires, puisqu'on emploie des gens, mais ils ne peuvent pas habiter sur notre canton. Et donc, par conséquent, ils habitent plus loin. Et puis, ils prennent les modes de transport qu'ils peuvent, souvent la voiture. Et ça provoque tous ces problèmes de bouchons que l'on connaît bien. Donc, il y a une responsabilité du canton de Genève de construire sur son territoire pour permettre aux gens qui travaillent sur Genève d'habiter pas trop loin et d'éviter des trop grands mouvements pendulaires avec tous les impacts environnementaux, climatiques aussi, et en termes de nuisances que l'on connaît. Stéphanie Schmutz, vous l'avez vu, cette arrivée des Genevois à Nyon? Oui, de nombreux Genevois, mais aussi dû à la Genève internationale, de nombreux étrangers qui venaient travailler sur Genève, mais qui ne trouvaient pas à s'y loger. Alors, la France voisine aussi a attiré beaucoup, près de 4000 départs par année dans les années 2000. C'est le cas de Brigitte Busset. Elle a dû s'installer à Gaillard, faute de trouver à Genève.
Bonjour. Entrez. Brigitte Busset vit à Gaillard. Elle a quitté Genève il y a 13 ans et demi. Suite à un divorce, j'ai dû chercher un appartement et j'en avais pas, rien à faire. Personne ne voulait m'en donner, pourtant j'avais les moyens. Mais bon, alors il ne restait plus que la France voisine. Comme Brigitte, beaucoup de Genevois se sont exilés. Selon les statistiques transfrontalières, le départ vers la France voisine est motivé par plusieurs raisons. Des conditions d'habitation plus favorables d'abord. Parmi les ménages arrivés de Suisse vers la France, 45% occupent une maison. 57% d'entre eux deviennent propriétaires l'année suivant leur installation. Autre motivation de départ vers la France ou même le district de Nyon, trouver un logement est moins cher dans un contexte de pénurie à Genève. Ainsi, 1212 Genevois de nationalité suisse ont quitté le canton en 2017 pour s'installer dans le Genevois français, 737 vers Nyon. Brigitte, de son côté, a tenté de revenir habiter dans le canton avec son fils il y a 8 ans, sans succès. Pas moyen d'avoir un appartement. J'ai même visité un appartement où il y avait, sans mentir, une centaine de personnes qui faisaient la queue dehors pour visiter. Aujourd'hui, elle a renoncé à chercher. Tu es bien là? Oui. Finalement, je me sens chez moi, ma foi, à Genève. Même si à 500 mètres, je ne suis pas loin. Mais apparemment, ça semble... J'ai renoncé à rechercher maintenant. Voilà, je m'y suis faite. Antonio Georges, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui à cette dame ? Que sa situation est celle, effectivement, que connaissent des dizaines de milliers de personnes, alors soit qui habitaient Genève, soit qui viennent justement travailler à Genève, notamment dans les multinationales au niveau international, qui ne trouvent pas de quoi se loger et qui, ma foi, vont en périphérie. Et c'est vraiment notre responsabilité que d'offrir déjà du logement et à prix abordable. Parce qu'en réalité, si madame, qui visiblement de la classe moyenne, eh bien, était d'accord de mettre 3 à 4 000 francs pour un loyer par mois, je pense qu'elle trouverait. Mais évidemment, c'est des prix complètement indécents et impossibles pour la majorité des ménages genevois. Donc, c'est un double défi que le nôtre, un triple à vrai dire, parce que la qualité m'importe beaucoup, comme vous le savez, on y reviendra peut-être. Mais juste sur l'aspect quantitatif, c'est construire du logement, mais aussi construire du logement à prix abordable, parce que sans quoi la classe moyenne s'expatrie. Et puis, nous nous retrouvons dans des situations où seulement les plus aisés peuvent rester et pas seulement les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui ont accès aux logements sociaux, ce qui n'est pas son cas. Je pense que cette dame gagne trop pour accéder à un logement social, mais gagne pas assez comme pour permettre de se payer un loyer sur le marché libre ou accéder à la propriété genevoise. Et c'est typiquement cette classe moyenne-là que l'on a perdue et ça ne me va pas. En tout cas, la politique du gouvernement est vraiment de contrecarrer ce train-là. Aujourd'hui, il y a un peu plus de logements à disposition à Genève. 329 logements disponibles au 1er juin 2006. C'est environ 1222 cette année. On progresse. Est-ce que c'est la fin de la pénurie ? Pas encore, mais c'est vrai qu'on a progressé. On avait un taux de vacances très bas, on vous l'avait évoqué, 0,2%. Maintenant, on est presque à 0,6%. Donc, on voit qu'en 5 ans, eh bien, le fait d'avoir débloqué des projets de logement et puis d'avoir une bonne dynamique constructive, eh bien, fait que déjà, on produit beaucoup plus de logements par année. 2000 logements par année ces 3 dernières années. 2005, là, maintenant, donc on va augmenter. Il faut continuer comme ça. La détente du marché est estimée à un taux de 1,5. On en est encore loin. Et là, je pense que les prix à 3 000, 4 000 francs pour des simples 4 pièces, eh bien, ça sera plus possible. Aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est qu'avec le marché libre et spéculatif, eh bien, les prix explosent en situation de pénurie. Et effectivement, nos classes moyennes, donc, qui sont des locaux, qui ont des salaires corrects, mais pas mirobolants, eh bien, n'arrivent pas à accéder à un prix abordable ou doivent se saigner quatre veines pour pouvoir continuer à vivre sur notre territoire. Et ça, c'est pas normal. Christian Lupessel, la France a beaucoup construit à l'inverse dans les années 2000 avec un peu cette frénésie de la construction. Cette année, le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, est modifié à Annemasse-Agglo. On appuie sur la pédale de frein. Oui, on appuie sur la pédale de frein parce que, pour reprendre les propos d'Antonio Gers, c'est 20 à 30 000 Suisses, Genevois, qui habitent la France voisine. Et qui a pour conséquence, on les accueille volontiers. Mais il faut leur offrir des services, il faut leur offrir des écoles, enfin, ce sont des habitants comme les autres. Et ça, c'est à la charge des collectivités locales. Et puis surtout, il y a une pression sur les prix extrêmement importante. On a beaucoup parlé de logements abordables à l'instant. Aujourd'hui, en France, pour se loger avec un salaire français, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, la volonté des élus, et le SCOT permet de marquer cette volonté-là, la volonté des élus, c'est de permettre à tous
d'habiter ce territoire à ceux qui ont un salaire genevois, à ceux qui ont un salaire français. Et c'est pour ça que l'on... Et ça veut dire quoi? Privilégier Ça veut les dire que, Français par exemple, sur Genevois? un projet auquel vous avez fait allusion, comme l'étoile Gare d'Annemasse, on a, parce qu'on maîtrise le foncier, ça c'est le premier élément, il faut maîtriser le foncier, on a proposé, imposé 3 catégories de logements. Un tiers de logement social, voilà, pour les catégories très, très clairement, un tiers de logement social, un tiers de logement abordable, que l'on fixe d'ailleurs à un niveau. On veut que ce logement sorte à moins de 3 000 € le mètre carré, et un tiers de logement libre, parce que le marché libre doit continuer. Et ça, c'est la capacité que l'on doit avoir de répondre à tous les besoins sur ce territoire. Et moi, je me réjouis que, côté Genève, on ait, dans les 2 dernières années, augmenté la quantité de logements produits. Je pense qu'on peut encore aller plus loin, parce qu'il y a du retard, mais ce n'est qu'au moment où on aura rétabli le juste équilibre que, y compris en matière de prix, y compris en matière d'accessibilité pour tous, on aura relevé le défi de cette région. Donc, je le répète, c'est ensemble qu'on doit trouver les solutions. Stéphanie Schmutz aussi, hein, vous construisez avec une légère priorité pour les Nyonnais. Expliquez-nous. Oui, donc c'est vrai que c'est important de maîtriser son territoire, avoir des terrains qui appartiennent à la ville. Simplement, Nyon, on n'en a pas beaucoup. On en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Donc, on s'est dit qu'il fallait aussi travailler avec le privé. Donc, on a fait ce qu'on appelait Objectif Logement 1 à l'époque pour demander aussi sur les propriétés privées d'avoir 25% de logements d'utilité publique, c'est-à-dire logements à loyer modéré, logements à loyer abordable, mais aussi logements pour les personnes âgées. Et nous avons édité des règlements pour faire en sorte que ces logements soient en priorité attribués à des gens qui habitent Nyon déjà ou qui travaillent à Nyon. Vous construisez tous, hein, dans vos zones. Est-ce qu'il y a une concertation entre Genève, Nyon et la France voisine, où chacun fait un peu dans son coin, Stéphanie Schmutz? Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de concertation avec Genève et la France. Je dis pas du tout, mais peu, puisque de toute façon nous devions construire. Enfin, c'était important pour nous, comme je disais tout à l'heure, de répondre à la demande de nos habitants, des gens qui arrivaient en nombre, mais aussi pour en équilibre de notre vie. Enfin, c'était Antonio important. Gers, parce que quand même, il y a des flux, donc on se dit qu'il faudrait pouvoir discuter tous ensemble. Non, mais on le fait quand même. Il y a un document quand même qui est fondateur, c'est le pacte du projet d'agglomération, hein, qui date effectivement depuis les années 2000, depuis l'émergence quelque part de cette volonté qu'évoquait Christian Dupessès sur une gouvernance partagée de ce territoire qui est en partage. Je veux dire, les frontières cantonales, même nationales, en réalité, elles sont franchies tout le temps par tout le monde pour beaucoup de raisons. Et donc, on a dans ce projet d'agglomération déterminé un certain nombre de principes que chaque secteur respecte. Nous, par exemple, on en a fait le plan directeur cantonal, mais il a été fait après coup et en cohérence avec ce projet partagé qui a été signé par l'ensemble des partenaires. Ensuite, après, dès qu'on est sur des projets très précis, c'est normal que chaque collectivité, voilà, nous qu'on fait la construction ici au PAV, hein, la Praia Cassia-Vernay, on tient à informer nos partenaires, mais sincèrement, voilà, c'est nous qui tenons la truelle, si je puis dire, les grues, parce que c'est sur notre territoire. Et je pense après, dans le projet précis, on est chacun à la manœuvre. Mais dans la vision globale, on respecte ce projet d'agglomération avec une logique forte quand même, c'est qu'on doit construire à proximité des axes de transport public. Il s'agit de sortir de ce qu'on a fait peut-être par le passé, de s'étaler, d'avoir ce mitage urbain. Et surtout, on le voit bien dans la couronne française aussi. Hein, je pense que du côté des communes françaises, on en revient. Cette idée de s'étaler comme ça sur le territoire, non, parce que ça provoque une mobilité automobile impossible à gérer de toutes parts de la frontière. Et aujourd'hui, il y a une volonté, je trouve que la métropole d'Annemasse illustre assez bien ça, de dire de concentrer aussi les habitants autour des axes de transport public, avec bientôt le Léman Express qui Justement, va nous Christian relier. Dupessès, on va avoir ce CEVA, ce Léman Express qui va arriver dans cette Annemasse un peu pôle comme ça d'échange. Vous avez construit un véritable quartier, c'est un quartier qui se construit. On a arrêté de construire des bars et des immeubles sans lieu de vie. D'abord, il y a longtemps qu'on a arrêté de construire les bars. On est même en rénovation urbaine. Là où il y avait des bars, on les détruit et on reconstruit la ville sur la ville, hein, dans les quartiers populaires en particulier. Mais c'est vrai que le pôle d'attraction du Léman Express avec la gare qui va avoir ce nombre de passages multiplié par 10, on a là une zone de développement que l'on peut organiser. Et je le répète, je crois qu'on peut l'organiser parce que
D'abord, on a un document, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui définit des axes, ou des lieux où l'on doit construire, lieux où la mobilité existe, pas de mitage, plus de mitage du territoire, parce que là, on a fait, nous aussi, de grosses erreurs dans le passé. Et puis, aussi, on s'est doté d'outils qui nous permettent de maîtriser le foncier. Je préside au plan départemental l'établissement public foncier qui préempte les terrains au profit des collectivités, de manière à avoir cette maîtrise et de pouvoir décider à tel et tel moment quand et c'est surtout ce que l'on construit, en fonction des besoins des habitants. Et je le répète, ces besoins sont divers et il faut qu'on ait le souci permanent de répondre à tous ces besoins du territoire. À Nyon aussi, on construit des zones de vie, même si on n'a pas de SEVA. Bien évidemment, hein, on a tous la même Le problématique. Bien sûr, on pourra faire Lyon-Annemasse en quelques minutes. Exactement. Mais Nyon-Genève, je veux dire, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens viennent habiter Nyon. Hein, c'est que Nyon-Genève, c'est souvent plus court que Genève-Genève. Hein, donc c'est vrai. Hein. Donc oui, mais bien évidemment, on doit penser mixité des populations intergénérationnelles. On doit s'occuper des populations mixtes, interculturelles. Donc travailler sur le bien vivre ensemble si on veut que la ville se développe de manière harmonieuse. On aime bien construire parce qu'on peut contrôler les loyers, avoir des logements d'utilité publique, mais on rénove peu, c'est pas assez rentable, c'est mieux de tout casser pour refaire. Non, alors nous, on se trouve à Nyon dans la situation maintenant où on se rend compte qu'on va peu pouvoir agir sur les nouvelles constructions, mais qu'il faudra agir sur la rénovation. Donc on essaye de mettre en place maintenant des outils, on est en pleine réflexion là-dessus pour pouvoir accompagner ces rénovations, pour que ces appartements souvent construits dans les années 70, qui ont des appartements à loyer modéré, hein, naturellement, puissent rester dans cette catégorie de logement. Alors là, on est aidé par la L3PL. Mais on doit aussi accompagner cette rénovation parce qu'il faut reloger les personnes, on doit s'occuper des habitants de ces logements. Merci à vous trois d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Et on continue sur la même lancée avec notre chantier en cours du mois. Je me suis rendue dans le pays de Gex pour découvrir la future ZAC Ferney-Genève. Le projet immobilier et tertiaire devrait complètement changer le visage de l'entrée en France depuis le tunnel sous l'aéroport. Il faut imaginer demain, quand vous passerez la douane de Ferney-Voltaire, un nouveau quartier qui sera composé de commerces, d'activités et de cinéma sur le secteur de la poterie, d'un espace autour de la place du Jura sur lesquels vous trouverez des futurs transports publics performants, et ensuite un quartier d'habitat et d'équipement sur les secteurs de Paimboeuf et Tré-Lagrange, où il y aura environ 2500 logements et des activités économiques qui seront des activités de formation, des bureaux et des entreprises. Le projet, il a une histoire relativement longue. Il s'inscrit pleinement dans les orientations du premier projet d'agglomération franco-valdo-genevois qui visait à rééquilibrer emploi et logement côté français et côté suisse. Et la ZAC a été créée dans les années 2013-2014 et aujourd'hui, elle est en train de se développer, de se réaliser concrètement sur le territoire. Le projet se réalisera jusqu'en 2032. Pour chaque année, avoir environ 150 logements qui sont livrés. D'ici à 2021, nous verrons sortir sur les terrains de Paimboeuf et Tré-Lagrange les premiers bâtiments de logement. Sur la partie économique, la première phase est le centre commercial et culturel qui prendra place sur le secteur de la poterie et dont le permis devrait être déposé dans les prochains mois et qui devrait ouvrir d'ici à 2023-2024. Et si l'on découvrait maintenant un sport d'hiver encore peu connu, comme chaque mois, je teste une activité à pratiquer dans la région, cette fois-ci le ski raquette. Je me suis rendue aux Rousses avec Colin Hutz.
Eric. Bonjour. On va tester aujourd'hui le ski raquette. Qu'est-ce que c'est cette discipline qu'on connaît pas trop? Alors on est un peu entre un mix et un ski et une raquette, d'accord? Donc ça va être une raquette qui glisse. Donc l'avantage c'est que ça va être assez court, on va pouvoir se déplacer un petit peu partout en hors-piste. Donc les avantages de la raquette et en même temps un petit peu de glisse en plus. Donc voilà, ça ressemble à ça, le petit ski raquette. Donc c'est très court, hein, ça fait à peu près 1,30 m de long. Une fixation pour adapter nos chaussures de marche. Et on a un système de pivot, donc ça c'est la différence par rapport à une fixation de raquette. On a un petit pivot qui va nous permettre de fléchir le pied et de mettre des propulsions pour arriver à avancer. Donc voilà, donc c'est très large pour avoir de la portance et en même temps, juste dessous, on a une semelle avec une petite peau de phoque permanente. Donc c'est des sortes de poils qui vont nous permettre de glisser dans un sens et de retenir dans l'autre sens et d'arriver à avancer. Voilà, c'est bon. Ok. Alors le but du jeu, c'est en fait déplacer ses skis sans avoir à les soulever. D'accord. Donc en fait tu vas pousser le ski, on pousse le ski devant sans vraiment le décoller. Voilà, et bien en regardant loin devant. Ouais. Voilà, on est en France mais on va pas te piquer tes skis, donc bien regarder le loin devant. C'est chaud, hein. Voilà, on va vraiment se foutre là. Tu connais Lucky Luke? Lucky Luke quand il dégaine. Il est pas comme ça, d'accord? Donc on serre un peu les abdos hein, et on regarde loin devant. Et on se laisse aller. Voilà, c'est simplement le relief qui va nous arrêter. Hein. Voilà, je vais peut-être avoir trop de vitesse. À mon avis, ça ne suffira pas pour m'arrêter. Bon, Je vais peut-être pas aller là-bas, on moi, va du coup. commencer ailleurs. On va faire en travers là-bas. Voilà, regarde loin devant, bien relâché, tranquille. Voilà. Super. J'étais pas loin. Allez, on Voilà, se tient loin droit. devant. Lucky Luke. Je tiens bien Lucky Lucky Luke quand il Luke. dégaine. Voilà. Alors, Voilà, regarde où tu veux aller. Regarde, regarde, regarde devant. Voilà. Et Lucky Luke, il est où Lucky Luke là? Voilà. Ah, regarde loin devant. ah, mais quel talent! Oh, regarde. On vient de tester là, le ski raquette. C'est une discipline qui est assez récente. Donc ça arrive en France il y a à peu près 3 ans. Hein. On arrive à les trouver dans le commerce un petit peu sur Internet. Et nous, ça fait 3 ans qu'on a développé cette activité-là. Mais c'est un ski qui vient des monts Altaï, mais aussi en côté Scandinavie. Et c'est un ski qui était utilitaire, où les gens se déplaçaient facilement dans des montagnes qui sont plutôt boisées. Donc aujourd'hui, c'est devenu un loisir. On arrive à se déplacer facilement sur des régions qui s'y prêtent, comme ici le Jura, des montagnes boisées, quoi. Ça s'adresse à qui le ski raquette? Est-ce que tout le monde peut en faire? Alors tout le monde peut en faire, on peut faire des sorties vraiment initiation avec des profils vraiment très très plats. Et puis des gens qui un peu plus aguerris vont faire on va dire des vallonnements un peu plus prononcés et approfondir pourquoi pas la technique télémarque. Malgré mes quelques chutes, j'ai quand même bien réussi. C'est bien. C'était mieux, hein. Non mais en 1 heure c'est bien déjà. Hein. Bon, merci beaucoup Eric. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.